Voici venir le temps des rires et des chants, mais surtout dès le programmateur, le bilan. Cette année encore, le blog est en pause, mais j'ai continué à faire mes revues sur la page Facebook d'El Programmator, à raison de 2 à 3 revues par semaine, ce qui fait que pour cette année, j'ai vu près d'une centaine de séries. On ne parlera donc pas du tout de cinéma, puisque je n'ai vu que quelques films cette année, donc ça n'aura aucune pertinence. Par contre, je vais bien vous faire mon top 10 des séries de l'année. Je le dis chaque année, mais une critique, tout comme un classement, c'est quelque chose de très subjectif. À l'évidence, je ne peux pas parler des séries que je n'ai pas vues, tout simplement. Je ne vous parlerai donc que des séries qui m'ont paru les plus attirantes et qui ont vraiment marqué mon attention par leur qualité ou par leur originalité. Avant de commencer le top 10, vous le savez, j'aime bien faire des digressions et cette année, je vais commencer par vous parler des 3 séries que j'ai rattrapées cette année. En effet, je me suis abonné au Pass Warner sur Amazon Prime, ce qui m'a permis de rattraper quelques séries cultes que j'avais ratées dans ces dernières décennies et dont j'aimerais vous parler maintenant. On commence avec The Wire, série de 5 saisons débutée en 2002, soit 60 épisodes d'1 heure chacune à peu près. The Wire, c'est l'histoire de la lutte contre le crime dans la ville de Baltimore. La force de cette série, c'est que c'est une série chorale. Chaque saison se concentrera sur un univers différent. Si la première saison est très classique et suivra une équipe anti-drogue essayant de faire tomber un cartel dans les quartiers, la deuxième saison s'intéressera plutôt au quartier portuaire et à l'impact politique que cela peut avoir sur la ville. Puis on s'intéressera à la fois à la police, au journalisme ou à l'école. Et c'est ce qui fait la force de cette série, c'est qu'elle arrive à dresser le portrait complet d'une ville au travers des éléments très particuliers de cette ville. Bien qu'elle date de maintenant plus de 20 ans, elle reste vraiment d'actualité, la réal est incroyable, le casting est vraiment fou, c'est la série qui a révélé Idris Elba notamment, et vraiment c'est une série très intelligente qui vous amènera à réfléchir sur notre société de manière générale, notamment sur la police par exemple. Si la première saison peut laisser craindre que les scénaristes soient pro-police et acceptent une certaine vision de la police très toute puissante et très tout permis, on se rendra compte dans les autres saisons qu'il n'en est rien du tout et que l'organisme police sera aussi également très critiqué et il y aura une vraie réflexion sur l'intérêt de la police et son fonctionnement. Bref, c'est une série très intelligente, donc c'était une série qui intellectualise peut-être un peu trop et donc qui perd du point de vue émotionnel. Je me suis rendu compte au final que malgré les choses horribles qui pouvaient se passer pour certains personnages auxquels je pensais être attaché, je n'ai jamais vraiment vibré pour ce qui se passait en fait. Bon, c'est un petit défaut, ça pourra en chagriner certains, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de passer outre ce minuscule défaut pour savourer ce qui est pour moi un chef-d'œuvre et probablement une des séries les plus cultes possibles, surtout si vous aimez un peu le genre policier. L'autre série dont je tiens absolument à vous parler, et qui au contraire intellectualise pas tant que ça, enfin si quand même beaucoup, mais par contre va vous saisir le cœur, vous le retourner, le piétiner, le massacrer, et vous allez prendre plus cher que jamais. En tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup atteint. Je l'ai regardé en début d'année et je ne vais pas dire que ça m'a déprimé, mais en tout cas, ça a été vraiment dur. Mais je regrette rien parce que ça a été une émotion quasiment cathartique, on va dire. C'est The Leftover de Jordan Mildeff. Une série en 3 saisons débutée en 2014, soit à peu près 28 épisodes de 1 heure, et qui va vous raconter la vie des survivants 3 ans après que 2% de la population ait disparu sans raison. Donc c'est une série sur le deuil, c'est une série sur l'injustice, c'est une série sur la foi, et c'est vraiment de l'émotion pure. On va suivre essentiellement une famille, on va dire,
celle du shérif de la ville sur laquelle l'action se concentre. Et on va voir comment ils arrivent à gérer du coup ce drame, en fait le syndrome du survivant par exemple, c'est pourquoi eux et pas moi, et comment on vit après une perte aussi injuste et inexpliquée, si on arrive à passer à autre chose ou pas. C'est pas une série pour ceux qui aiment les univers très bien construits et les mystères, parce qu'il y a un univers construit, il y a des mystères, mais il n'y aura pas forcément les réponses. Parce que la vraie question, c'est pas pourquoi ils ont disparu, mais comment on survit à ça, en fait, comment on survit à cette disparition. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'émotion, dans le ressenti. C'est une série qui est très prenante, qui est vraiment émouvante, profondément poétique, parfois très drôle, parfois très très sombre. Et enfin voilà, c'est une série qui ressemble à rien, qui vaut vraiment le coup d'œil, même si j'aurais des petits bémols sur le réalisateur Lindelof, parce que depuis j'ai appris pas mal de choses, notamment par rapport à Lost, parce que c'est le réalisateur de Lost, et il semble que ce soit vraiment un gros connard. Mais en tout cas, il a réussi à nous pondre une série qui est magistrale, et aussi culte que The Wire pour des raisons très différentes. Et la troisième et dernière série que j'ai bingée cette année, et je comprends pas qu'elle soit pas plus connue. Alors elle a eu son petit succès, mais pas, je pense pas à la hauteur de ce qu'elle est vraiment. Parce que pour moi, elle vaut largement un Breaking Bad, qui est quand même beaucoup plus connu. Et cette série, c'est Ozark, que vous pouvez retrouver sur Netflix, cette fois. C'est une création Netflix. Donc elle est sortie en 2017, il y a 4 saisons, soit à peu près 44 épisodes d'1 heure. Comme les deux autres, c'est une série qui est terminée. C'est un thriller plutôt cette fois-ci. L'histoire est beaucoup plus basique, c'est moins profond que les deux autres, mais ça n'en reste pas moins ultra efficace. On va suivre un conseiller financier obligé de laver l'argent d'un cartel mexicain de la drogue dans les monts Ozark. Donc c'est un peu la campagne américaine en fait, hein, la montagne américaine plutôt. C'est très sombre. Il y a vraiment des vibes Breaking Bad, mais à la fois c'est plus sombre que Breaking Bad, et à la fois c'est plus familial, puisque là, l'un des enjeux de la série, c'est vraiment comment cet homme va réussir à garder sa famille unie, en fait. Parce que dans une situation pareille, forcément, ça vole complètement en éclats, d'autant qu'il y a d'autres détails sur lesquels je ne suis pas revenu. C'est vraiment une série qui est ultra prenante, les personnages sont très attachants, il y a des personnages féminins qui sont incroyables. Je pense notamment à Ruth Langmore, qui est jouée par Julia Garner, qui est vraiment un personnage qui aurait pu éclipser le personnage principal, qui est joué par Jason Bateman. C'est un personnage féminin qui est fouillé, qui est fort, qui est drôle, qui est émouvant. Elle a tout d'un personnage principal, et vous ne l'oublierez pas de sitôt, c'est probablement le personnage le plus marquant de la série. Et là encore, c'est une série qui est très émouvante, qui est très sombre, qui n'est pas très gaie, mais qui vaut vraiment le coup d'œil, surtout si vous êtes intéressé un peu par le côté thriller, polar, des ambiances un peu à la Breaking Bad, avec les histoires de cartels de drogue, etc. C'est vraiment à voir, parce que c'est un petit chef-d'œuvre, donc c'est une série qui est terminée, 4 saisons, ça vaut vraiment le coup. Et non, c'était pas ma dernière aparté, j'ai une dernière aparté. Alors c'est pas cette fois sur une série terminée, quoique c'est peut-être une mini-série, parce que cette première saison elle était autoconclusive. J'aimerais juste dire un petit mot sur la série Sambre, faite par France Télévisions. C'est une série qui se concentre sur un fait divers français qui s'est passé dans la Sambre, justement, un truc vraiment très glauque. La structure de la série est vraiment intéressante, puisque chaque épisode va se concentrer sur un personnage différent à travers le temps, parce que c'est une affaire qui a duré plus de 30 ans, si je me souviens bien. Et donc du coup, on a vraiment l'avancée de cette affaire et comment elle est résolue au fil du temps grâce à divers protagonistes. Donc on continue à suivre ceux qui sont là tout du long, notamment le tueur, qui est là tout du long et qu'on suit un petit peu. Et vraiment la structure est chouette, il y a un casting qui est vraiment chouette, avec notamment des acteurs de cinéma. Et ouais, alors la structure n'est pas si originale que ça, parce que moi elle m'a beaucoup rappelé Unbelievable, qui est une série incroyable encore, sur un sujet très proche. Donc je pense qu'ils se sont quand même un petit peu inspirés, mais dans tous les cas, les deux séries valent vraiment le coup, parce qu'elles ont une vision de la société qui est très intéressante, notamment pour tous ceux qui se demandent pourquoi les victimes de viol vont pas porter plainte. Et regardez une de ces deux séries, puis ça vous donnera probablement à réfléchir, parce que la vie, c'est pas les bisounours, malheureusement. Donc deux séries très très utiles. J'aurais aimé mettre Sambre dans mon top 10, mais malheureusement, peut-être parce qu'elle n'était pas aussi originale que ça, vu que j'avais déjà vu Unbelievable, elle m'a pas tant marqué que ça, malgré toutes ses qualités. Donc si vous n'avez pas vu Unbelievable, jetez-vous sur Sambre, hein.
vous découvrirez un peu le fonctionnement. Et puis c'est vraiment une très bonne série. Et puis sinon, vous pouvez regarder les deux sont bien. Voilà. Et maintenant que j'ai dit autant de bien, on va attaquer le top 10. En 10e place du top 10, on trouve la seule série française, malheureusement. J'aurais voulu en mettre plus, mais j'en ai peut-être pas regardé assez. Mais en tout cas, c'est une série qui va nous donner la patate, parce qu'en 10e position, on trouve En place de Jean-Pascal Zadi, série humoristique sur Netflix en 6 épisodes d'environ 30 minutes. C'est une série très très drôle qui va vous raconter comment un éducateur de quartier va concourir pour la présidentielle, l'élection présidentielle. Gagnera-t-il, gagnera-t-il pas ? Ça, vous le découvrirez. Mais en tout cas, la série est vraiment intelligente. Il y a une réflexion à la fois sur notre société, mais sur aussi les élections, sur le monde politique de manière générale. En 6 épisodes, ils arrivent vraiment à faire beaucoup de choses. C'est très très drôle, c'est malin. Alors, il y a des blagues un peu plus lourdes que d'autres, mais justement, ça permet de parler à plusieurs publics. Et une comédie intelligente, c'est rare. Enfin, trop rare malheureusement, donc vraiment jetez-vous dessus. La série a été signée pour une saison 2, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera, et je m'intéresse vraiment à tout ce que fera Jean-Pascal Zadi, parce que pour l'instant ça a été vraiment des bonnes surprises, notamment en film. Il a fait de très très bons films, et il a fait quelques sketchs aussi sur Canal, et il y a vraiment une patte, on sent que c'est de l'humour conscient en fait, c'est comme le rap conscient, mais en humour, voilà, c'est ça. En fait vraiment il y a une volonté de faire réfléchir, même s'il veut pas prendre la tête aux gens, et il veut rester fun. Et ça, je ne peux que respecter cette volonté de ne pas abrutir les gens. Donc voilà, En place sur Netflix, et maintenant on passe à la 9e place. En 9e position, on trouve Der Greif, les Griffons. Je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, mais c'est une série allemande de 6 petits épisodes d'1 heure, et qui était vraiment une bonne surprise. C'est de l'urban fantasy en fait, donc ça se passe dans les années 90, dans notre monde, mais on va suivre un adolescent qui a le pouvoir de passer dans un autre monde, qui est un monde un peu médiéval fantastique avec des créatures. C'est ambiance un peu l'histoire sans fin, ou ce qui vous parlera plus, Stranger Things, mais dans les années 90, et surtout allemand. Ça c'est important, parce qu'on a cette patte allemande, ce pathos très lourd, donc on est sur des adolescents, et on va attaquer des thématiques adolescentes bien velues. On est sur de la scarification, de l'alcoolisme, de la dépression, vraiment ce qui est de pire dans l'état adolescent, et les problèmes d'identité, de genre, etc. Bref, c'est une série qui est assez sombre, mais qui a un univers visuel très réussi. Alors, je ne sais pas le budget de la série, mais en tout cas, ils l'ont vraiment bien exploité, parce qu'on en prend plein les yeux. C'est pas très original en soi, mais vraiment, vous allez passer un bon moment, surtout si c'est un genre qui vous intéresse. Et j'espère vraiment qu'il y aura une suite, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur la suite. Donc j'espère, parce que ça finit sur un cliffhanger, et il y a vraiment moyen de développer l'univers encore plus, donc voilà. Non, ça vaut vraiment le coup d'œil, je vous conseille, surtout si vous aimez Stranger Things, c'est les mêmes vibes, sauf que c'est les années 90, donc la bande-son est en plus meilleure, parce que le rock des années 90, quoi. Der Greif, 8e position. En 8e position, on arrive sur quelque chose dont vous avez probablement plus entendu parler, puisqu'il s'agit de The Last of Us, adaptation d'un jeu vidéo culte. La série est sortie sur HBO, donc elle pouvait être vue via le Pass Warner sur Amazon Prime, et c'est 9 épisodes d'1 heure, qui suit le voyage de la jeune Ellie et de son taciturne protecteur Joel au travers les États-Unis pour essayer de rejoindre un laboratoire qui permettra de faire un antivirus au virus qui est en train de ravager les États-Unis. Donc c'est une série de zombies globalement, soyons clairs, c'est des zombies champignons, mais c'est quand même des zombies. C'est plutôt réussi, mais la grande force de la série, c'est que chaque épisode, en tout cas plusieurs épisodes, vont se concentrer sur des personnages annexes, c'est-à-dire que la série ne se concentre pas sur ce duo de personnages, même s'ils sont récurrents et qu'on les suit souvent, et notamment le meilleur épisode qui aura le plus marqué les esprits, je pense, c'est l'épisode 3, qui suit une histoire d'amour de un couple en fait qui est coupé de tout et qui vit sa vie dans ce monde post-apocalyptique, et c'est une des plus belles histoires d'amour que vous pourrez avoir, et c'était vraiment très émouvant. Ils ont su tirer le meilleur parti de cet univers dans ce petit épisode. Et ouais, c'est vraiment la force de cette série de raconter les histoires un peu différemment. Alors j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas si l'adaptation est bonne ou pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de joueurs frustrés parce que, a priori, l'actrice leur convient pas, notamment. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très réussi.
J'ai passé un bon moment, et notamment, le zombie, on a quand même bouffé pas mal, ça commence à lasser un peu, et je trouve que là, ils ont réussi à réinjecter des choses un petit peu nouvelles dans ce traitement, en fait, qui font que ça fonctionne. Voilà. Donc, pas la série du siècle, mais en tout cas, j'ai passé un vrai beau moment devant cette série, et je suis curieux de voir la suite. Suite qui aura sûrement, parce que voilà, la franchise est suffisamment grosse, mais surtout c'est HBO a les moyens de faire durer les séries. Donc il n'y aura peut-être pas 10 saisons, mais je peux vous garantir qu'il y aura une saison 2. En 7e position, on retourne sur Netflix et on va voir le seul dessin animé de tout le classement. Je le regrette parce qu'il y a eu de très très bons dessins animés comme Blue Eye Samurai, là encore sur Netflix. Mais non, là, la 7e place, c'est Scott Pilgrim's Takes Off, 8 épisodes de 30 minutes. Une série qui fait à la fois suite au comics manga sorti dans les années 2000 et au film de Edgar Wright sorti en 2010, film culte, tout comme le comics manga. Vraiment, Scott Pilgrim, c'est une grosse franchise de geeks. On y suit les amours contrariés de Scott Pilgrim pour la belle Ramona Flowers, une livreuse Amazon capable de passer à travers ses rêves pour pouvoir se téléporter où elle veut. Alors c'est complètement barré, c'est bourré de références, et je craignais assez ce nouveau segment Scott Pilgrim en dessin animé, parce que je pensais que c'était une nouvelle réadaptation du film, mais que nenni, on est sur un reboot suite. Et c'est vraiment très très bien pensé. La série est réactualisée au goût du jour avec de nouvelles thématiques, avec une nouvelle structure. On va suivre... la série mettra en avant des personnages qui étaient en arrière-plan à l'origine. Et vraiment, c'est du très très beau boulot. C'est Brian Lee O'Malley, l'auteur d'origine, qui s'est occupé d'adaptation avec Edgar Wright, donc qui avait réalisé le film. Et à deux, vraiment, ils pondent une petite merveille, en fait, qui est à voir, surtout si vous avez aimé les deux autres œuvres, en fait. Ça permet d'agrandir encore la franchise Scott Pilgrim. Pour moi, tout est à voir, que ce soit le bouquin, le film ou le dessin animé. Tout se complète, tout apporte de nouveaux éléments. Il n'y a rien en trop. Et voilà, je ne peux que féliciter l'auteur d'avoir réussi à faire ce beau triptyque. J'espère qu'ils pourront faire d'autres choses. La bonne nouvelle, on pourrait croire que c'est une mauvaise nouvelle, mais non, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de suite à ce dessin animé. Il est autoconclusif. Et il se suffit comme ça, voilà, c'est pas la peine de rajouter des tonnes de choses, de faire 3000 saisons. Des fois, une saison, c'est suffisant, ça permet de dire ce qu'on a à dire, et puis c'est pas la peine de prolonger ad vitam aeternam, ad nauseam. Donc une très très bonne série, et super bien réalisée par le studio Seien Saru, dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois, qui est un studio japonais qui est spécialisé un peu dans les déformations et dans les dessins animés un petit peu délirants. Et justement là, je trouve que leur savoir-faire, il fonctionne à merveille sur la thématique de Scott Pilgrim. Vous allez voir que ça part un peu dans tous les sens, et de la déformation, il y en aura. Donc voilà, un petit bijou d'animation. N'hésitez pas, Scott Pilgrim Takes Off. En 6e position, on reste sur Netflix et on retrouve une série dont vous avez forcément entendu parler, c'est La Chute de la Maison Usher. C'est le dernier bébé de Mike Flanagan avant qu'il quitte Netflix pour rejoindre Amazon Prime. Une grosse perte pour Netflix parce que Mike Flanagan, c'était quasiment une série par an et c'était toujours des masterclass. Franchement, je sais que je vous en ai parlé plus d'une fois dans mon top 10. Donc là, c'était normal qu'il revienne une fois de plus, surtout que c'est une série qui est finement écrite. La Chute de la Maison Usher, c'est une réactualisation des nouvelles de Edgar Allan Poe. Chaque épisode reprendra plus ou moins une nouvelle connue et l'ensemble fait une histoire globale. Donc il y a vraiment un remaniement des textes pour les remettre au goût du jour, mais aussi pour créer cette unité autour de cette famille richissime et particulièrement nauséabonde qui ne pense qu'à l'argent et qui est prête à écraser tout sur son passage. Donc c'est une critique sociale, principalement une critique du capitalisme, c'est très sombre. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une série d'horreur, mais il faut avoir l'estomac bien accroché. Si vraiment vous êtes un peu sensible, ne regardez pas. Il y a des scènes très trash dès le début, notamment avec une fête qui tourne très très mal, mais vous allez en prendre plein les yeux. Là encore, il y a un super casting, la réalisation est ultra léchée, les effets spéciaux sont très impressionnant. Enfin, surtout la force, c'est l'écriture, en fait, la façon dont il a réussi à se réapproprier le mythe d'Edgar Allan Poe et à en faire cette histoire d'une famille en pleine décrépitude malgré son succès. Donc La Chute de la Maison Usher, très très bonne surprise. Il n'y aura pas de saison 2 puisque c'est une série autoconclusive, comme la majorité des séries qu'il a fait, et je trouve ça particulièrement respectable. Donc maintenant, on passe à la 5e position. En 5e position, on retrouve Songs of the Bandits sur Netflix toujours.
Donc c'est 9 épisodes d'1 heure, c'est la seule série coréenne de tout le top. C'est étonnant parce que d'habitude il y en a un peu plus, pourtant j'en ai regardé pas mal cette année, notamment des suites de séries que j'avais appréciées les années précédentes, mais il n'y en a aucune cette année qui m'a marqué au point de la mettre dans mon top, sauf ce Song of the Bandits que j'attendais pas du tout et qui a été une énorme claque. C'est du western coréen, ça se passe dans les années 1920, on va suivre un groupe de hors-la-loi qui essaye de lutter contre l'invasion de la Corée par le Japon, donc c'est une période historique qu'on connaît très mal, c'est des environnements qu'on connaît pas très bien non plus, et par contre on va reprendre toute une atmosphère très classique, une ambiance très les 7 mercenaires, il était une fois la révolution, enfin on est vraiment dans les classiques du western, mais réactualisé avec du kung-fu par exemple, avec des armes qu'on n'a pas eu l'habitude de voir dans un western. Il y a vraiment ce mix entre l'Orient et l'Occident qui fonctionne très très bien. C'est une série d'aventure, il y a de l'émotion, il y a des super personnages, notamment ce qu'on n'attendrait pas forcément, il y a des super personnages féminins, qui est très bien, parce que qui dit film historique dit souvent bah non, les femmes elles étaient à la cuisine, donc on n'a pas de personnage pour eux, sauf que là non, les femmes elles sont actrices et elles apportent énormément à l'histoire, donc vraiment une très bonne surprise. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore s'il y a une saison 2, je l'espère très fort, parce qu'il y a encore beaucoup à raconter dans cette histoire, mais en tout cas, cette première saison était vraiment rafraîchissante, et ça a été une excellente surprise. En 4e position, et un peu plus haut dans le classement que l'année dernière, on retrouve The Bear sur Disney+, 10 épisodes de 30 minutes environ pour suivre les aventures d'une équipe d'un restaurant qui essaye de redresser la barre. Enfin, cette année, ils essaient carrément d'ouvrir un nouveau restaurant, donc c'est énormément d'enjeux, des contraintes administratives, techniques, mais aussi psychologiques. La série est toujours aussi dense, la série est toujours aussi drôle, la série est toujours aussi belle. Il y a des épisodes qui sont de véritables masterclass, je pense particulièrement à l'épisode 4, qui est très très apaisant, un épisode basé sur la pâtisserie, mais qui est très doux et qui contraste énormément avec l'épisode de Noël, qui est probablement le pire épisode de Noël que j'ai jamais vu. Je ne souhaite à personne de vivre un Noël pareil, même si malheureusement j'ai peur qu'on ait tous déjà trop vécu ce genre de Noël en famille. En tout cas, The Bear, ça reste une des séries les meilleures du catalogue Disney, ça c'est sûr, mais aussi une des séries les plus marquantes de ces dernières années. Il y a une réalisation qui est nerveuse comme pas permis, il y a une efficacité dans la narration, on est vraiment au plus près des personnages, de leur psychologie, c'est malin dans l'écriture et dans la façon d'organiser les choses, on est pris aux tripes, vraiment une très très belle série. La saison 3 est signée, j'espère qu'elle sera aussi bonne, si ce n'est meilleure que les 2 premières. Il y a encore énormément de choses à raconter parce qu'on s'est attaché à tous les personnages qui ont été développés. Donc The Bear, c'est une des séries les plus importantes de ces dernières années. N'hésitez pas à foncer, ça plaira à tout le monde, parce que c'est un milieu qui parle à tout le monde, la cuisine, et surtout ça parle des gens, en fait, tout simplement, ça parle de nous, de pourquoi on se bat et pourquoi on fait ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, The Bear sur Disney+, 4e position, et maintenant on attaque le dur du dur, on attaque le top 3 avec en 3e position la dernière place du classement, mais tout de même le top 3, Miracle Workers. Petit miracle que cette série, c'est la 4e saison qui a été diffusée cette année et malheureusement c'est la dernière. J'ai découvert la série cette année, c'est une des séries que je me suis binge-watché. Et ça a été une énorme claque. Miracle Worker, qu'est-ce que c'est ? Chaque saison se centre sur un univers différent. La première saison nous racontait comment des anges pariaient avec Dieu qu'ils arriveraient à faire tomber un homme et une femme amoureux. Et s'ils arrivaient à le faire, ils sauvaient le monde parce que Dieu en avait marre des humains et avait décidé d'exterminer l'humanité. Donc ça, c'était la première saison. Et toutes les autres saisons reprennent les mêmes personnages dans des rôles différents, mais avec des enjeux similaires. Notamment, le couple principal évolue au fil des saisons, c'est-à-dire que s'ils se rencontrent dans la première saison, dans la 4e saison, ils sont mariés et vivent une vie de famille tout à fait ordinaire. Mais chaque saison a un univers très très marqué, très très connoté, notamment la 2e saison était une saison qui parodiait les films médiévaux fantastiques, et la 3e saison parodiait les films de western. La 4e est une parodie de Mad Max, ou de films en tout cas post-apocalyptiques,
C'est pour moi la meilleure, elle était très très drôle, très très inventive, et elle a permis notamment de révéler un des acteurs de la troupe, c'est John Bass. Il a depuis le début, mais il était un peu en retrait. Là, sur la 4e saison, c'est le John Bass Show. Il a un personnage incroyable, parce qu'il joue un chien humain, et il est excessivement drôle. Et c'est une série, voilà, alors je regrette vraiment qu'elle n'ait pas de suite. Après, vu la structure, la série n'appelait pas de suite. C'est un peu la force de cette structure, en fait, c'est que chaque saison est un peu autoconclusive, même s'il réussissait à garder une espèce de fil conducteur tout du long. Donc voilà, je suis triste que la série disparaisse, mais au moins elle se termine en beauté, parce que cette saison, elle a été magistrale. Je ne peux que vous recommander. Donc Miracle Workers, c'est très peu connu parce que c'est diffusé sur une chaîne, là je l'ai regardé via le Pass Warner sur HBO. Donc elle n'est pas diffusée dans les grandes plateformes, il faut prendre une option en plus pour la voir, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Si jamais il y a une offre, quelques mois gratuits avec le Pass Warner, n'hésitez pas, hein. Vous voyez, vous avez Miracle Worker à regarder, vous avez The Wire, vous avez The Leftover, hein, voilà, 3 mois d'essai et vous aurez le temps de regarder tout ça. Donc Miracle Worker, 3e position. En 2e position, on reste sur Amazon Prime, et cette fois vraiment sur Amazon Prime, pas sur le Warner, pas sur HBO. Et on va vous parler de Gen V, le spin-off de The Boys. J'avoue que j'avais très très peur de la sortie de ce spin-off, parce que je voyais là-dedans une Disneyisation en fait de Amazon, en fait, hein. Vraiment ce problème de ne pas savoir quand s'arrêter, de vraiment sucer la moelle de sa création jusqu'à écœurement, en fait. Hein, c'est ce qui se passe avec Disney, avec Star Wars, avec Marvel. Donc j'avais vraiment peur que ce soit le spin-off de trop. Et Amazon a réussi à complètement me détromper, puisque non seulement la série est bonne, mais en plus elle est presque meilleure que la série originale. Donc Gen V, on va suivre des adolescents qui vont dans une école de super-héros pour se former, et ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Enfin, si vous connaissez The Boys et que vous connaissez un peu les super-héros, vous vous doutez un peu du niveau de dinguerie qu'on va pouvoir atteindre. Mais franchement, l'univers de The Boys est très très bien exploité dans cette série. Les nouveaux personnages sont très attachants, très réussis. Leurs pouvoirs sont pensés intelligemment, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment les traumas de l'adolescence, par exemple les problèmes d'alimentation, les problèmes de genre, les problèmes de scarification, tout ce qui fait les troubles adolescents, on les utilise pour en faire des pouvoirs. Et rien que ça, c'est dingue de pouvoir réfléchir sur le sujet par ce biais, en fait. Donc vraiment une série très bien pensée, des effets spéciaux impressionnants, et voilà, et un scénario rondement mené. Donc une première saison qui marche à merveille, qui donne envie d'en avoir une autre. A priori, la saison 2 est déjà signée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, j'attends autant la saison 2 de Gen V que la prochaine saison de The Boys. C'est deux séries qui vont marcher main dans la main et qui sont aussi réussies l'une que l'autre. Alors par contre, je précise quand même que c'est vraiment pas à mettre devant tous les yeux. Hein. Gen V, c'est de la violence, du sexe, c'est sombre possible. Donc vous avez intérêt à avoir le cœur bien accroché avant de vous lancer dans cette balade-là. Mais si c'est pas des choses qui vous bloquent, n'hésitez pas. C'est trash, mais c'est pas gratuit. C'est intelligent et vous allez passer un super moment. Il y a 8 épisodes d'1 heure. Vous allez rire, vous allez pleurer. Enfin, vous allez peut-être pas pleurer, mais en tout cas, vraiment, vous allez être emporté par cette histoire et vous n'aurez, comme moi, qu'une envie de voir la suite. Et maintenant, on attaque le numéro 1. C'est parti pour la première position. Alors c'est jamais simple de choisir un numéro 1, hein, parce que j'ai déjà dit, critique c'est subjectif. Donc là j'ai pris un choix en mon âme et conscience, j'ai pris une série que vous ne connaissez probablement pas, parce que malheureusement elle est sortie sur un petit réseau qui s'appelle Peacock. Mais pour moi c'était la série de l'année, parce que vraiment, il y avait quelque chose en plus, il y avait un supplément d'âme si je puis dire. Donc je vais vous dire ce que c'est, hein, maintenant, arrêtons de faire durer le suspense. Donc en première position, on retrouve Poker Face de Rian Johnson. Donc Rian Johnson, il n'a pas encore fait de série, mais c'est un réalisateur confirmé, puisque c'est à lui qu'on doit Brick, Looper et le Star Wars 8, ce qui n'est pas forcément une bonne référence, mais en tout cas, il a fait des tonnes de choses, et À couteau tiré sur Netflix, et Glass Onion, bien sûr, qui était la suite de À couteau tiré. Bref, c'est un réalisateur vraiment confirmé, qui a prouvé du coup avec ses 2 derniers films qu'il aimait, et déjà son premier Brick, c'était déjà aussi du polar, qu'il aimait vraiment les enquêtes,
tous les contenus un peu policiers. Et là, Poker Face, on va se retrouver sur des enquêtes à la Columbo, c'est-à-dire qu'on sait à peu près qui est le tueur dès le début, et que l'interrogation va résider sur comment le personnage principal va réussir à piéger le tueur, en fait, pour qu'il soit arrêté. Ah oui, et j'ai pas dit la petite particularité du personnage principal, c'est qu'il est capable de savoir quand quelqu'un ment. Donc ça aussi, ça permet une dynamique très intéressante. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas quelle est la nature du mensonge, elle sait juste qu'il y a un mensonge. Et encore faut-il que la personne mente. Si la personne se contente de ne pas répondre, ou de répondre de façon détournée, elle ne ment pas. Donc il y a vraiment une subtilité autour du pouvoir, ce petit plus qui fait vraiment qu'on va s'attacher au personnage et à la façon dont les intrigues sont racontées. Donc déjà, ça donne des structures très intéressantes. Et l'originalité viendra aussi du personnage principal, qui est une espèce de Big Lebowski, en fait. Donc c'est vraiment un personnage qui a un peu rien à foutre de rien, qui est complètement décalé par rapport à ce qui se passe, mais qui peut pas s'empêcher d'essayer de faire le bien autour d'elle, même si elle-même est dans une situation critique dont elle aura beaucoup de mal à sortir durant toute la saison. Donc c'est d'ailleurs le fil rouge de la saison, c'est ce personnage qui fuit à travers les États-Unis pour essayer de sauver sa vie. Personnage joué par Natasha Lyonne, déjà inoubliable dans Orange is the New Black, et qui, là encore, nous fait une véritable masterclass. Même si elle se retrouve face à des grands noms du cinéma comme Adrian Brody, Ron Perlman ou Joseph Gordon-Levitt, elle reste toujours impérieuse. C'est une très grande actrice. On s'attache énormément à elle, son personnage est incroyable et on n'a qu'une envie, c'est de la revoir dans d'autres aventures par la suite. Spoiler, la saison 2 est prévue, j'espère qu'ils arriveront à se renouveler autant. Mais en tout cas, là, cette première saison, elle était vraiment très très chouette. Chaque épisode nous plonge dans un univers différent, l'occasion de faire de très beaux hommages. Je pense notamment à l'épisode The Orpheus Syndrome, qui parle beaucoup du cinéma d'animation et qui est une belle déclaration d'amour au cinéma d'animation et aux effets spéciaux. Mais il y a encore d'autres très beaux épisodes. Si vous aimez les enquêtes à la Agatha Christie, Hercule Poirot, Columbo, tout ça, n'hésitez pas, c'est vraiment une nouvelle référence du genre, très clairement. C'est excessivement bien réalisé, enfin, on est quasiment sur des longs métrages pour chaque épisode. D'ailleurs, c'est toujours un peu plus long qu'1 heure, voilà. Mais vous verrez pas le temps passer, c'est drôle, c'est émouvant, c'est très bien écrit. C'est vraiment une série de références. J'ai hâte de voir la suite et j'espère surtout qu'elle sera au niveau. Et puis voilà, c'est tout. Et voilà, on arrive à la fin de ce top 10. Moi, j'ai vraiment passé une très bonne année. J'ai eu beaucoup de mal à faire ce top 10 parce que j'ai énormément de séries dont j'aurais voulu vous parler, dont je n'ai pas pu, parce que il n'y a que 10 places et il faut faire des choix. Vous vous étonnerez peut-être de ne voir aucune Disneyserie dans le top. C'est pas que je n'en ai regardé aucune, au contraire, j'ai bouffé du Star Wars, j'ai bouffé du Marvel, mais le constat est toujours le même, c'est aussi vite vu, aussi vite oublié, parce que on a beau dire les IA vont tuer la créativité elle est déjà morte dans les grandes entreprises en fait. Donc, ce sont que des scénarios générés aléatoirement. On utilise des recettes qui ont été vues 1 milliard de fois juste parce qu'il ne faudrait pas brusquer le spectateur. Le but c'est pas de surprendre, d'offrir du plaisir, c'est juste d'enfermer le spectateur dans la petite case confortable qu'il ne doit pas quitter pour être sûr que il n'y a pas de risque qui décroche en fait, donc le spectateur n'est ni surpris ni déçu, on lui donne exactement ce qu'il voulait, c'est du divertissement McDonald's, et moi je peux plus ça, et j'ai certainement pas envie de mettre ça en avant. Donc voilà, pour 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre? Excellente question, alors j'attends pas grand chose honnêtement, j'ai pas trop suivi l'actualité. Ce que je dirais moi, c'est que j'attends énormément Fallout. Fallout, c'est l'adaptation du jeu vidéo qui a bercé mon adolescence, c'est vraiment l'un de mes jeux préférés. Les premières images donnent vraiment envie, on a l'impression qu'Amazon a mis les moyens pour se faire une nouvelle franchise culte. J'espère que ce sera à la hauteur des images, et puis du souvenir que ce jeu vidéo m'a laissé. Et à part ça, j'espère la saison 2 de Severance. C'était le top 1 de mon... Enfin, c'était la première place de mon top 2022. La série a pris un peu de retard à cause de problèmes de production. Ça fait un peu peur, parce que je sais que ça se bagarre au niveau des créateurs. Donc j'espère que l'impact ne sera pas trop visible dans l'histoire. Mais en tout cas, cette série mérite vraiment une deuxième saison et au minimum une fin réussie.
La première saison était une claque, c'était original en diable. Cette série, elle mérite d'avoir la conclusion à la hauteur de cette première saison, donc j'espère qu'ils arriveront à faire une deuxième saison réussie. Et on verra si 2024 a d'autres bonnes surprises à nous offrir. Je sais que la Corée n'est pas avare en surprises, notamment il y a peut-être Game 2 qui devrait sortir et qui pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous souhaite surtout une excellente année 2024. Le meilleur à tous. Plein de bonnes séries, bien sûr, mais aussi plein de bonnes choses, parce que c'est vrai que la vie n'est pas forcément gaie, c'est aussi pour ça qu'on se rabat un peu sur nos séries. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas. Alors je vous souhaite une bonne année 2024 et à la prochaine.